Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur meta.tv ou metatv.org. Voilà, comme d'habitude, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs, grand bonjour à tous les métanautes pour une soirée spéciale. Alors, vous avez initié déjà le concept avec Alain Benajam, c'est face au public, et ce soir, c'est Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir, et je m'excuse du retard. Voilà, je viens à l'heure et des fois il y a de la régulation. Tu es pardonné avec toutes ces perturbations CGT. Il est vrai. Voilà, on recevait d'ailleurs un élu CGT de la cheminot CGT qui nous a confirmé que la grève est reconduite. Et donc, ah oui, je confirme, ouais. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'euro, en tout cas, paraît bien parti. Et bien parti un peu, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de notre pays? Bien parti aussi la France. Ah, ça fait un petit moment qu'il est mal parti, la France. Hélas. La France, donc, qui est dans un... Alors, depuis que ta dernière venue, justement, sur Meta TV, il y a encore, on va dire, plein de choses qui se sont passées. Ah ouais. L'actualité, de toute façon, elle est plus que riche. Et on voit que l'état général, en tout cas... la situation sur tous les plans économiques, social, elle est en train de se dégrader. Hein. Social, là on est bon, dans les grèves, la loi El Khomri. Alors comment est-ce que tu analyses justement toi un peu toute cette explosion de colère, tous ces mouvements là? Déjà si tu regardes les choses avec un maximum de hauteur, tu te rends compte que tu peines à trouver dans la société un secteur qui n'aille pas mal. Tu as l'impression que tout part à volo. L'armée... les hôpitaux, l'éducation nationale, le tissu économique, la police, hein, puisqu'on voit oui, bien que la police manifeste. Il y a un grand malaise des policiers pour la haine anti-flic, qui est pour moi d'ailleurs quelque chose, je dirais, de très artificiel, cette haine anti-flic. D'où vient cette fameuse haine anti-flic dont on parle en ce moment? On sait très bien que c'est ce que j'appelle moi la bourgeoisie complexée, c'est-à-dire tous ces groupes d'extrême gauche qui, complexés d'être bourgeois et complexés d'être blancs, essaient de se chercher une radicalité, essaient de se chercher une épaisseur qu'ils n'ont pas. Et donc, ils ont cette haine anti-flic, alors que les flics, de fait, ne lui ont rien fait. Et s'ils veulent vraiment avoir la haine contre des gens qui persécutent le peuple au quotidien, qu'ils aient la haine anti-racaille. Parce que, je m'excuse, mais les racailles font 1000 fois plus, 10 000 fois plus, 100 000 fois plus de mal au quotidien à la population française que les flics. Mais la police, on a vu quand même des images choquantes. On voit les policiers frapper des gens, enfin, alors, je veux dire, clairement abusivement dans l'image, il n'y a pas de danger. Tu parles à quelqu'un qui connaît le sujet, puisque moi-même j'ai vu en 2013 des images choquantes, mais de toute façon tu sais qu'il y a des brebis galeuses partout. Quel groupe social, quel groupe corporatif peut prétendre être parfait? Voilà, donc ce sont des êtres humains. À partir du moment où tu mets le facteur humain dans une situation, t'as de l'imparfait, je veux dire, c'est évident. Donc bien entendu qu'on peut leur faire des reproches. Quel est le principal reproche que je fais moi à la police aujourd'hui? Il est très simple. Si j'étais ministre de l'Intérieur, déjà on rigolerait, hein. Mais si tu veux, l'ordre principal que je donnerais à la police, c'est de démanteler l'économie parallèle. Je ne dis pas qu'on ne fait rien du tout contre l'économie parallèle, mais je n'ai pas l'impression, si tu veux, qu'on s'attaque vraiment au cœur du problème. Or, plutôt que d'emmerder, passons-moi l'expression, les automobilistes, je pense qu'on ferait mieux, si tu veux, de mettre le paquet sur la lutte contre l'économie parallèle. Bon, donc je n'ai pas l'impression que la police est utilisée de façon le plus efficace. Et d'ailleurs, anecdote, tu sais, après que Valérie Trierweiler est sorti son bouquin sur Hollande, elle avait évoqué la fameuse phrase descendant. Oui. Je sors de mon cabinet à ce moment-là, et je voulais pas prendre le chemin habituel, pour x, y raison, et je prends pas le métro au même endroit. Et tu vois, je vois un barrage de flics qui m'empêche d'aller à la rue, je vois les Misa, vous pouvez pas passer par là, donc allez par ici. Donc je vais à la rue d'à côté, vous pouvez pas passer par là, allez par ici, puis de fil en aiguille, je me retrouve à côté des Champs-Élysées, et je me retrouve pris dans une souricière de CRS. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on était à côté de l'Élysée, et il y avait une manifestation de 30-40 personnes à tout casser, les Cendants contre Hollande, tu vois. C'est un truc bidon, ultra bidon. Mais les mecs, et moi je me retrouve, par pur hasard, si tu veux, je me retrouve pris là-dedans, tu vois. Et donc, tu vois, je suis dans une souricière comme ça, et tu vois, je veux sortir, je dis, écoutez, moi je suis pas manifestant, je sors du cabinet, je suis fatigué, c'était un vendredi soir en plus, hein. Voilà, donc après, tu vois, les mecs veulent pas me laisser sortir,
parce qu'ils ne me croient pas, et je me mets à péter un câble, tu vois, je suis un peu nerveux, moi, des fois, ça m'arrive, hein. Je dis c'est scandaleux, je suis avocat barreau de Paris, j'appelle le bâtonnier, je n'ai rien à foutre, parce que tu sais que tu peux pas, quand t'es avocat, il faut appeler le bâtonnier avant d'être mis en garde à vue. Donc tu vois, je pète un câble, et au bout d'un moment, je leur dis, mais en plus, vous avez des ordres de merde, vous nous faites chier, bon, quand t'es énervé, t'as pas forcément un langage très châtié, hein. Vous nous faites chier, alors que c'est l'open bar pour les racailles, tout ça. Je peux te dire que tous les CRS, ils baissaient les yeux. Il n'y en a aucun qui a levé la main pour me mettre une tarte, ils baissaient tous les yeux, ils savaient tous que j'avais raison. Je leur disais, vous avez des ordres de merde, vous ne vous attaquez pas aux oppresseurs du peuple français. Voilà. Donc au bout d'un moment, il y a un de leurs chefs qui est venu et qui m'a exfiltré, on va dire. Mais voilà, tu vois, je me dis, bon, là les mecs, ils mobilisent, il devait y avoir quoi à ce moment-là 100 CRS et policiers pour 30 mecs. 40 personnes qui faisaient pas de mal à une mouche. Moi je dis un truc tout bête, ces mecs-là, moi je les aurais mis plus tôt, si j'étais ministre de l'Intérieur, dans les Transiliens. Là, on aurait évité des infractions, tu vois. Bon, voilà, donc la vraie critique qu'on peut faire à la police, c'est ça. Après, la police, elle obéit à des ordres. Elle obéit à des ordres, bien sûr. Hein, donc, in fine, c'est nos politiques les responsables. Parce que même souvent, ce qu'on leur reproche sur certaines affaires, c'est qu'il y a une espèce de passivité, justement, comme tu dis, envers les casseurs, envers les... Alors là, il faut rebondir là-dessus, c'est très important. Parce que tu sais que la police était extrêmement offensive à la Manif pour tous, y compris contre les je dis pas qu'il n'y avait pas de fouteurs de merde dans la Manif pour tous, hein, mais ou même un jour de colère, si tu veux. Là, on a vu une police extrêmement agressive et offensive. Ah hein. oui, la Manif pour tous, on a vu des familles se faire arrêter un peu sûr. sans raison, voilà, sur le côté. Et jour de colère, c'est encore pire. Oui, jour de colère, c'est pire. Jour de colère, moi, je vais te dire, j'ai vu l'organisation d'une souricière, c'est-à-dire que les mecs, ils ont empêché les gens de sortir au bon moment. Moi, je suis sorti au dernier moment. Tout à fait, mais nous, c'est pas ça, c'est ce qui nous arrivait. On est sorti juste au dernier moment. Exactement. Et ensuite, ils étaient en train, en fait, de bloquer la place et de faire une souricière, alors comme tu dis, de bloquer toutes les rues. Et il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Moi, je le sais, j'y étais. Il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Donc, c'était vraiment purement gratuit. Là, on peut critiquer la police. Mais qu'a-t-on vu ? Nous avons vu, dans cette loi El Khomri, c'est des groupes antifa, globalement, qui ont... et puis, après, si tu veux, ils ont brassé autour d'eux, ils ont agrégé autour d'eux des populations, par exemple des étudiants, qui, initialement, ne sont pas forcément sur ce logiciel. Mais les antifas... on les a beaucoup vus pendant ces manifestations, sans qu'on les nomme d'ailleurs dans les grands médias. On disait les casseurs, les trucs comme ci, les trucs comme ça, ou l'ultra-gauche. Et donc, on a vu quand même qu'ils avaient un certain open bar. Parce que quand tu vois les images de flics qui se font caillasser, sans broncher, caillasser, insulter, mais à jour de colère, on aurait fait le dixième de ça, mais on se serait pris à coup de tête, balayette, manchette, à coup de taser, quoi. Enfin, c'est... Enfin voilà, donc au bout d'un moment, d'ailleurs, excuse-moi, je reviens dessus, chez Bourdin, un CRS, tout à fait. A appelé pour dire qu'effectivement, ils avaient les ordres de les laisser foutre la merde. Tout à fait. Eh bien moi, je vais te dire le fond de ma pensée là-dessus. Hollande a compris que c'était difficile pour lui pour 2017. Donc, la seule façon qu'il a de gagner, c'est d'avoir une candidature unique à gauche, ou quasiment unique à gauche. Il a déjà détruit la candidature écologiste en réussissant à diviser les Verts. Bravo pour lui. En prenant Emmanuel Cos dans son gouvernement. Exactement. Il a flingué tous les Verts. Exactement. Okay. Et puis Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, voilà. Donc, c'est toujours ça d'enlever. Maintenant, il faut décrédibiliser la candidature Mélenchon. Et moi, je pense que ce que veut faire Hollande, c'est faire comprendre aux Français que extrême gauche, entre guillemets, parce que, bon, Mélenchon, ce qui est vraiment d'extrême gauche, à discuter. En tout cas, il revendique... En tout cas, il revendique certaines références. Je pense que ce qu'il voulait montrer aux Français Hollande, c'est que extrême gauche égale chienlit, si tu veux, pour parler poliment. Et en gros, c'est une façon de dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour ça que vous allez voter, tu vois. Je pense que c'est ça l'idée qu'il y avait derrière. Autrement, il n'avait aucun intérêt. Mais ça a été quand même très instructif, je trouve, ces manifestations. Parce que Hollande, clairement, alors justement, par rapport à la séquence là qu'on est en train de vivre, il peut plus reculer. Clairement, il peut plus revenir en arrière. Parce qu'on va dire que s'il fait un rétropédalage là, à l'heure où on parle, c'est terminé. Autant mettre les clés sous la porte, on ferme les rideaux et on s'en va. Y a pas il est dans une truc où il peut plus reculer. Et en même temps, j'ai l'impression que en fait, il est quand même tombé sur un os en face, parce que là, c'est quand même... on voit bien que... on accuse la CGT, mais finalement, c'est une espèce de mécontentement général aussi. Quoi. Et même, on a même l'impression que le peuple français cherchait presque le prétexte. Le prétexte, exactement, voilà. Il cherchait le prétexte pour gueuler, tu vois. Pour gueuler, exactement. Sachant que cette loi El Khomri, bon, les mesures les plus choquantes,
n'ont pas toutes été enlevées. Hein, il y a quand même 2-3 trucs quand même assez chauds qui, pour moi, n'apporteront strictement rien à l'économie française. Je pense, tu vois, aux accords de compétitivité. Ça, c'était le terme qu'employait Sarkozy. Quand Sarkozy le proposait, c'était quelque chose de dégueulasse et de nul à chier, pardon pour mon langage. Mais en revanche, quand c'est la gauche qui le fait en mettant un autre nom, c'est fantastique. Bon. Je crois qu'il s'est passé les accords offensifs. Voilà, c'est les accords offensifs qui sont pour moi, d'un point de vue juridique, une monstruosité. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui seront signés. Mais je vais te synthétiser très simplement la loi El Khomri. La loi El Khomri, selon ses opposants, c'est vraiment un truc qui va détricoter le code du travail, on va redevenir des esclaves. Et du côté des partisans, on nous dit c'est fantastique, c'est la modernisation du code du travail, vous allez voir, ça va booster l'économie. Rien du tout. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité des mécanismes juridiques prévus par la loi El Khomri sont subordonnés à des accords d'entreprise. Or, qui dit accord d'entreprise dit que de fait, 80% des sociétés françaises ne seront pas concernées par cette loi. Voilà. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de représentation syndicale. Alors, la loi Rebsamen... Oui, parce qu'ils ont repoussé aussi les quotas pour la représentation syndicale. Alors, justement, la loi Rebsamen... Alors ça, c'est encore notre problème. Mais disons que la loi Rebsamen, en août dernier, avait... Comme quoi, là, tu vois, le truc venait de loin. La loi Rebsamen avait, je dirais, libéralisé la négociation collective. Ouais. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, soit dit en passant. Et la plupart des gens sont pour. Moi, même avec le représentant CGT, je lui dis, mais les gens sont plutôt pour qu'on inclue un peu de démocratie dans l'entreprise, entre guillemets. Alors là, la loi El Khomri dispose que un accord d'entreprise, pour être majoritaire, désormais, doit être validé par 50% des salariés. Moi, j'ai envie de dire une chose simplement. Si vous faites confiance aux syndicats, si vous faites confiance à la responsabilité des salariés, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Alors, pour être tout à fait franc, moi, je suis allé à quelques conférences organisées par l'Ordre du Barreau là-dessus, et ce que disaient les DRH divers et variés, c'est qu'eux, ils n'étaient pas forcément pour le 50%, parce que ça les clivait. Et que parfois, si tu veux, un accord, c'est pas de façon manichéenne, généralement, qu'on arrive à mettre en place un accord d'entreprise. Mais j'y reviens, cette loi El Khomri, in fine, ne concernera qu'un nombre très restreint d'entreprises. Et la tartufferie suprême de cette loi El Khomri, c'est quoi ? C'est qu'on s'attaque au code du travail, alors que, je vais être très franc avec toi, le code du travail, il pourrait être facilement amélioré par des petites mesures par-ci par-là. Mais à tout casser, tu gagnes 300 400 000 emplois, pas plus. Le vrai boulet de l'économie française, le vrai boulet, je dirais, inhérent à la France, parce que je pourrais te parler du libre-échange, de la liberté de circulation des capitaux, etc. Mais le vrai boulet inhérent à la France, c'est le coût du travail. Et pourquoi on ne s'attaque pas au coût du travail ? Parce que si tu t'attaques au coût du travail, tu t'attaques à l'immigration. Parce qu'on sait très bien que l'argent qu'on demande, ou que la sécurité sociale, l'URSSAF et le RSI nous prennent, c'est en grande partie pour acheter la paix sociale, que je me permets d'appeler, la paix ethnique parfois. Donc, si tu veux, cette loi El Khomri, c'est une tartufferie suprême. Et il y a beaucoup de leviers pour relancer l'économie française pour pas trop cher. Et ces leviers, on ne les fait pas, on ne les utilise pas, parce que c'est pas dans l'intérêt du mondialisme, tout simplement. Oui, parce qu'on voit que cette loi aussi, c'est un peu ce qu'ils essaient d'imposer aux Belges aussi en ce moment. Il y a des grandes manifestations en Belgique. Alors précisément, je ne sais pas ce qu'on propose aux Belges. Alors visiblement, ça ressemble beaucoup à une réforme qui aille dans le sens. L'Union européenne est derrière. Voilà. Donc voilà. Mais elle est derrière. Mais attention, l'Union européenne, il faut quand même si tu veux, qu'on définisse bien le périphérique des responsabilités des uns et des autres. Le périmètre, pardon. L'Union européenne fait des recommandations, mais ces recommandations n'ont pas force de loi. Elles n'ont pas force obligatoire. Donc le gouvernement pouvait très bien ne pas les faire. Et petite parenthèse, quand il s'agit de racheter la dette grecque à tour de bras, ça ne dérange personne de violer les traités européens. Ouais. Donc le traité européen, contrairement à ce que pense parfois d'ailleurs Asselineau, quand on a envie de ne pas le respecter, on ne le respecte pas. Ils se sont pas gênés, ils ont piétiné déjà plusieurs fois, c'est vrai. Vraiment, et d'ailleurs même, je veux dire, après les attentats, on a fermé les frontières immédiatement. Je veux dire, on ne s'est pas posé la question de savoir si on n'a pas appelé Bruxelles. Schengen n'existe plus trop à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Mais en tout état de cause, effectivement, il y a une situation de détérioration générale de la société française. Le mécontentement, à part chez les winners, passe-moi l'anglicisme, de la mondialisation, et encore, je pense que même eux, ils commencent à tirer la langue, de toi à moi, il y a un mécontentement global. Et de fait,
ce mécontentement se fonde sur des raisons objectives. Tu sais qu'aujourd'hui, dans les médias, quand on parle du mécontentement du peuple, on te dit que c'est un manque de pédagogie, même on va plus loin, c'est qu'on te dit qu'il ne vit pas ce qu'il vit. Tu vois, on te dit qu'il ne vit pas ce qu'il vit. C'est comme le grand remplacement qui n'existe pas. Dire que le grand remplacement n'existe pas, c'est comme dire que le chômage de masse n'existe pas. Ça n'a aucun sens, si tu veux. Mais bon, c'est comme ça. Mais il y a un mécontentement général. La superstructure française ne reflète pas ce mécontentement général. La vraie souffrance française, on ne la voit pas ou peu quand même dans les médias, si tu veux. La souffrance de ce qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire toutes ces zones dont la vie économique a été vampirisée par les mégapoles, si tu veux, qui sont en train de crever. Moi qui connais un peu la Provence et le Limousin, je vois ça. Tu vas là-bas, c'est pauvre, tu vois, en 3 secondes et demie, quoi. Il n'y a pas d'activité économique, c'est complètement mort. Ça, tu n'as quasiment aucune visibilité médiatique de cela. La visibilité médiatique, elle est concentrée sur Nuit debout. Elle n'est pas concentrée sur les gens du Limousin qui n'ont rien à bouffer. Parce que là, pour le coup, des fois, il y a de la misère. Enfin bref, je m'emballe. Mais tu vois, comme quoi il y avait effectivement un moment de vérité quand même. On a vu cette bourgeoisie de gauche se recentrer sur son propre nombril. On a vu ces antifas très courageux face à des policiers droit-lomistes qui ont pour ordre de les laisser foutre le bordel, mais un peu moins courageux face au SO de la CGT qui était un petit peu énervé. Je sais pas si tu avais les images, mais c'était du lourd. On a ce mécontentement qui vraiment arrive partout. C'est pareil, ce qu'on parle beaucoup dans les grands médias de la souffrance des professions libérales. Très peu, ça. Je vais te dire, dans mon entretien à Indepensa Web TV, j'ai dit une phrase qui a choqué beaucoup de gens. J'ai dit que juridiquement, pas économiquement, juridiquement, les salariés sont des enfants gâtés comparés aux professions libérales. Mais je maintiens. Quand tu es salarié, tu as une rémunération qui tombe tous les mois. Une rémunération régulière. Ce n'est pas le cas de l'immense majorité des professions libérales. Quand tu es salarié, tu as le droit à l'assurance chômage. À l'assurance chômage. Moi, si demain je suis sur le carreau, et on m'a piqué la moitié de mon blé chaque année, mais si je vais à Pôle emploi, on me dit au revoir monsieur. Donc tu vois, il y a tous ces trucs-là. C'est pareil, c'est comme les congés payés. Moi, j'ai pas de congés payés en tant que profession libérale. Si je bosse pas mes dossiers, mes dossiers ils avancent pas et le blé il ne tombe pas. Donc, je maintiens que quand on est salarié, on est juridiquement, je dis bien seulement juridiquement, parce que la caissière, je sais bien qu'elle galère. Même si elle a 35 heures, je sais que c'est pas simple. Sa vie n'est pas simple, je le mesure. Mais juridiquement, on a des privilèges, entre guillemets, comparé aux professions libérales. Mais tu vois, le mal-être des professions libérales, ça n'existe pas. On a l'impression que le curseur médiatique concerne uniquement la bourgeoisie de gauche et les banlieues. Tu vois, c'est les deux trucs dont on parle, Nuit debout et les banlieues. Mais en revanche, tous ces trucs-là dont je te parle, on en parle très peu. Même Calais, si tu veux, on en parle très peu. On en parle dans la nouvelle opinion publique, on en parle même beaucoup. Mais de fait, dans les grands médias, on en parle de façon incidente de temps en temps, oui c'est vrai, mais pas tant que ça. Mais justement, je veux rebondir sur la nouvelle opinion publique, parce que il y a eu récemment l'affaire Black M, alors ça c'est on en a parlé. Mise à l'amende légendaire. Et ça, c'est de la nouvelle opinion publique. À 100%. Totalement, ça. Parce 100%. que ça arrive d'Internet. Alors, son type, c'est F de Souche, c'est ça, les premiers qui ont balancé le truc. Bon. Grosse dédicace à F de Souche. Ceux qui connaissent le rap, vous savez, ces paroles de Black M, même moi, je la connaissais, cette chanson, depuis très longtemps. D'ailleurs, cette chanson, il y a quand même une hypocrisie, je trouve, des gens, parce que ça passait partout, à Skyrock, à Énergie. Et je vais te dire... Sans Dofus, des années après, j'ai envie de dire, mais les mecs, réveillez-vous, ça passait partout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur le groupe Section d'Assaut, qui est pour moi, je suis pas un spécialiste de rap, mais pour moi, c'est un nouveau type de rap. Pour moi, c'est un type de rap qui vise spécifiquement les blancs urbains, si tu veux. Et d'ailleurs, si tu prends le fameux clip que j'ai revu de Black M, désolé, le héros du clip, c'est un petit blanc, tu vois, c'est un couffard, tu vois, c'est le personnage principal du clip. Et ce qui est rigolo, parce que quand même Black M, c'est pas le plus méchant dans le rap, soit dit en passant. Soit dit en passant, quelle est la vraie morale de l'affaire Black M que moi j'ai bien aimé? C'est que maintenant, t'insultes la France, tu te prends des coups. Maintenant, on réplique. Avant, on pouvait chier sur la France sans rien avoir en retour. Et ben maintenant, c'est terminé ce temps-là. Et je veux dire, moi, quand j'allais au rugby, quand je suis passé senior au rugby, c'était un de mes potes qui emmenait en voiture. Tu vois, je le rejoignais Porte d'Ivry. Et puis on allait en voiture ensemble au stade. Et lui, il écoutait du rap. Et donc, il m'infligeait Skyrock, tu vois, il m'infligeait ces trucs-là. Et il écoutait beaucoup Sniper.
Ouais, Et je connais bien Sniper, personnellement. Voilà, tu vois, tu leur demanderas... Ils sont d'ici d'ailleurs, hein, tu sais. Le gros dédicace à Sniper. Mais alors on y va doucement, je vais rencontrer leurs potes dans la rue. Alors j'y vais très doucement. Mais tu vois, ils ont le fameux morceau France. Oui, à la fin du morceau France, je m'en fous à la limite de la fin des paroles, mais tu vois, t'as un coq, et le coq, t'as un coq qui crie, qui chante, je sais pas comment on doit dire, et ce coq, à la fin, il se prend un coup de fusil. Il se prend un coup de fusil, ouais. Ce qui est quand même violent, tu vois. Si tu fais ça, un chant de muezzin, on dit comme ça. Ouais. Donc si tu prends un chant de muezzin avec un coup de fusil derrière, on dit oula attention. Si tu prends un chant de rabbin et que là encore plus. Mais voilà. Ça chaise électrique. Donc moi je me dis mais le symbole de la France qui se fait tirer dessus, ça ne choque personne. Enfin je veux dire voilà. Mais donc comparé à ça, si tu veux, Black M c'était quand même. C'était vraiment gentil. C'est du light. Hein. Voilà. En plus je vais te dire, moi j'ai pas de dire sur une ambulance, le pauvre Black M. Mais la morale de l'histoire. Il y a deux morales de l'histoire, c'est que, la nouvelle opinion publique a de plus en plus conscience d'elle-même, et au-delà de sa masse critique, elle a de plus en plus conscience d'elle-même, elle a de plus en plus conscience de sa force, et l'autre morale, c'est que tu insultes la France, t'es châtié. Et tu vois, hypocrisie totale de nos médias, c'est une affaire de racisme. Et ça, alors c'est marrant, c'est marrant parce qu'en plus, l'affaire du racisme, elle est apparue quand le maire a évidemment déprogrammé, ils ont dit « les racistes ont gagné ». Ouais. Non mais, comment ça les racistes ? Je vais te la faire simple. Ouais. Qu'est-ce qui me gênait moi pour Black M ? C'est que pour moi, Black M, c'est une profanation mondialiste d'une commémoration qui est quasi, sacré le mot est trop fort, mais d'une commémoration vraiment solennelle. Parce que Verdun, c'est un moment... centrale de l'histoire de France. C'est extrêmement important, la bataille de Verdun. Mais je suis en train de te dire que la commémoration qu'on a eue était aussi une profanation mondialiste. Hein. Ça en passant, les mecs n'ont même pas eu les, coronesses de prononcer le mot de Pétain, mais vous êtes des baltringues, vous êtes des grosses baltringues. Ils n'ont pas pu prononcer. Alors ça, c'est marrant, oui, parce que faut pas oublier que Pétain, c'est le grand héros de Verdun. Non, mais il a été effacé. Il a été effacé. C'est comme dans l'Union soviétique. Tu sais, on reprenait les photos dans les livres d'histoire, puis on effaçait les têtes des gens. Ouais, c'est ça, ouais. Et Pétain, il a disparu. C'est pareil. Ouais, parce qu'on n'a pas voulu mentionner son nom. Mais je vais dire une chose, à la limite, s'ils avaient vraiment voulu avoir un rappeur noir, ils auraient pu appeler Topa. Mais t'aurais eu tous les gauchistes qui auraient dit oui, c'est un fasciste. Si vous voulez vraiment un rappeur noir patriote, vous appelez Topa. Pourquoi ils n'ont pas pensé à appeler Topa ? Non, moi s'ils m'appellent, je te reste tous les gauchistes sur le dos. Question simple. Non mais voilà, écoutez, il faut savoir. Mais tu vois, on voit bien toute la tartufferie du système qui, au final, n'a que l'accusation de racisme et de complotisme à nous renvoyer. Ouais, nous renvoyer parce que... Pour tout et n'importe quoi. Ouais. Parce qu'on a vu même, dans la foulée, puisqu'on a des actualités, mais bon, Benzema, c'était la même chose. Ah oui, non mais... Qui hurle le racisme parce qu'on l'a pas sélectionné. Le multimillionnaire Benzema, voilà, quel scandale. Qui hurle et que c'est la France qui est raciste, évidemment, et c'est tout le monde, voilà, une fois après. Alors, soi-disant, j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le défendent sur les réseaux sociaux, et qu'on dit, oui, mais... les propos, ils ont été travestis. Alors moi, je suis parti rechercher l'interview originale, la fameuse interview où il dit « Oui, je choisis la France pour le côté sportif ». Bon, il n'y a pas d'équivoque quand même. Dans l'interview, quand on lit le sens, il dit clairement, en gros, j'ai choisi la France parce que bon, il y avait plusieurs meilleures chances d'opportunités en France qu'en Algérie. Voilà, je vais te dire, moi, franchement, cette interview de Benzema est cultissime. Et ce qui est génial, c'est que tu as Luis Fernandez sur le plateau, je crois, si je ne me trompe pas, qui le relance et qui dit oui, mais quand même, t'es content de jouer pour l'équipe de France. Et le mec, si tu veux, il saisit jamais la perche qui lui est prise, quoi. Il ne la saisit jamais. Et le message qu'il dit, c'est en gros, la France, mais je m'en tape complètement, quoi. Et je vais te dire, je préfère ce discours. Sincèrement, au moins le mec, il assume. Par contre, derrière, tu ne la fais pas la France raciste. Voilà, c'est ça. Parce que là, le message que tu nous dis, c'est j'ai rien à foutre de vous. Et après, quand on ne sélectionne pas, tu boudes. Attends, faut savoir, Coco. Et puis, je te rappelle quand même que tu es multimillionnaire. C'est un peu grâce à la France, quand même. Enfin, c'est pas ce qui vit en France. En tout état de cause. On va pas être non plus hypocrite. En tout état de cause, je suis pas certain que Benzema était une grande victime du racisme. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais moi non plus, je pense pas. Surtout à son niveau, quand on gagne beaucoup d'argent comme ça. Et puis, blague à part. Tu vois, on rebondit sur l'interview débile de Cantona. Oui. L'équipe de France raciste, attendez les mecs, il vous faut quoi là ? Il vous faut quoi de plus? Mais ça, c'est presque une blague, parce que en Roumanie, j'ai vu qu'ils s'étaient fait charcler, parce qu'il y a 2 présentateurs qui ont dit l'équipe de France, c'est le Congo et tout, et ils se sont fait immédiatement, évidemment, charcler complètement. Mais c'est pas une équipe... non, c'est loin d'une équipe raciste. Alors là, si ça, c'est une équipe raciste...
Alors, ceci étant, tu sais que Ouais. je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'équipe de France de football. Ouais. Tu sais que pendant longtemps, on entendait que c'était une politique, en gros, c'était plus ou moins politique le fait qu'il y ait autant de Noirs et de Maghrébins dans l'équipe de France. Et moi je disais non, c'est des conneries, c'est que les mecs ils sont objectivement meilleurs. Mais quand même, moi je me rends compte que pendant Domenech, il était là de 2004, je crois, Ouais, 2010, ouais, ça. les Blancs ne savaient pas jouer au football. Hein. Entre 2006 et 2010, il n'y avait aucun Blanc qui savait jouer au football. T'avais que des Noirs. T'avais même pas beaucoup de Maghrébins. Hein. Non, t'avais que des Noirs. Ouais, Par le goal, tu vois, t'avais Lloris t'avais coupé. Lloris coupé, c'est tout. Mais c'est vrai. t'avais que des Noirs. Et là, depuis Deschamps, soudainement, je me rappelle plus depuis Blanc parce qu'il n'est pas resté longtemps, mais depuis Deschamps, bizarrement, t'as une poussée entre guillemets de joueurs blancs. Ouais. Sachant qu'on sait très bien que la question identitaire commence à susciter des frictions dans le peuple de France. Je spécule, hein, je suis vraiment pas. Tu sais, je suis pas en train de te plaider mon dossier là. Hein. Mais des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est pas vrai qu'il y a pas parfois quelques petites consignes qui sont passées? C'est pas forcéément impossible. Ouais. C'est pas forcément. Ouais, c'est un peu politique tout ça. Bon, je vais prendre quand même des questions, parce Allons-y. que sinon on va me dire, oh là là là, et vous parlez, et il y a tellement de choses à dire. Alors, allez, première question. On me dit, bonsoir, maître Abosi. Oh là, tu vois, respect. C'est bien, respect comme titre. Vous prônez l'enracinement et la réhabilitation du catholicisme comme remède aux maux qui touchent la France, Oui, et tout que à fait. vous imputez au jacobinisme. J'aurais deux questions à ce sujet. Alors déjà, le mec commence bien, il négocie. J'aurais deux questions à ce sujet qui se rejoignent. Premièrement, concernant la foi catholique, comment espérez-vous que son grand retour s'opère dans la société où le rationalisme critique C'est a une pris très une bonne place question. prépondérante? Et ne vous défilez pas en invoquant la divine providence. Par quel processus humain croyez-vous son retour possible? Alors, tu sais que c'est pas se défiler que d'invoquer la providence et les grâces du bon Dieu. Hein. Ça, c'est pas du tout défiler, c'est très important. Je pense qu'on est tous touchés plus ou moins d'ailleurs par ça. Je vais être très simple. Si je ne me trompe pas, en 1905, quand on a voté la loi de séparation entre l'Église et l'État, si je ne me trompe pas, il y a un abbé qui était élu à l'époque député, qui a dit « Vous n'allez pas au bout de votre logique, mais la société ira au bout ». Et à l'époque, ça a pu ne pas choquer grand monde, la laïcité, parce qu'on n'en mesurait pas les conséquences pratiques. D'accord ? Mais quand on ira au bout de tout ce logiciel républicain et mondialiste, quand on verra les conséquences pratiques véritables, et quand on le verra à grande échelle, et on voit bien que c'est en train de monter, ça, tu vois, que ce soit le grand remplacement, la destruction du tissu industriel, la destruction du tissu économique au sens large, l'effondrement de l'éducation nationale, l'abrutissement des Français, l'américanisation des Français, etc., 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 etc. Les gens se recentreront vers la vérité. Et il y a un autre critère qui va jouer beaucoup, c'est la souffrance. Tu sais, Jules Renard disait « la joie rend impuissant ». Je le crois, effectivement, la joie rend impuissant. J'ai cette expression qui n'est pas très élégante, et je m'en excuse, qui est celle des puceaux du réel. Tous ces gens qui ne connaissent pas la souffrance, en vérité. Hein, qui ne connaissent pas le stress des charges à payer, du loyer à payer, tu vois. Les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un coup de pression par une caïra. Tout ça. Donc, comment revenir au catholicisme? La souffrance amènera les Français à y retourner. Et quand on sera allé au bout de ce logiciel républicain et mondialiste, on dira « stop ». Et aussi, il y a un autre point qui est intéressant, c'est la présence de l'islam en France. Moi, je ne suis pas de ceux qui diabolisent l'islam, notamment parce que l'islam n'est que le corollaire de l'immigration. C'est-à-dire que l'islam, en tant que tel, n'a pas tellement de sens, si tu veux. Hein. Bon. Mais face à un islam qui va être de plus en plus conquérant, pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite met le paquet. Hein. On voit bien que partout dans la région, enfin, je dirais Europe et Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite finance à fond tout ce qui pousse le wahhabisme. Oui, mais voilà. c'est un fait. Les mosquées, la formation des imams, etc. C'est partout dans le monde, hein. C'est partout dans la région, c'est dans le Kosovo et c'est en Algérie. En Algérie, il y a un clash entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Et il y a un ministre algérien qui a fait une sortie il n'y a pas longtemps sur... je ne sais plus c'était le ministre de quoi, mais qui a fait une sortie il n'y a pas longtemps pour critiquer le wahhabisme. Tu remarqueras que tous les pays qui sont attaqués sont des pays qui n'étaient pas wahhabo-compatibles. Hein. Que ce soit la Tunisie, que ce soit Bachar el-Assad, même l'Iran avant, etc. Bizarre. Hein. Donc, face à un islam qui a vocation, pour des raisons démographiques et pour des raisons stratégiques de l'Arabie Saoudite, à grandir, si tu veux, tu ne pourras pas être dans l'entre-deux, si je puis dire, de la laïcité. Au bout d'un moment, faudra que les gens choisissent. Soit ça sera l'islam, soit le catholicisme. Mais la laïcité n'est pas un rempart
face à l'islam, contrairement à ce que croient beaucoup de gens très bêtes. Au contraire, c'est bien la laïcité, c'est ce qui permet l'islam. Puisque c'est le fait que le catholicisme ne soit plus un vecteur d'organisation de la société qui permet à ce que la société s'organise autrement sur des pans entiers du territoire. Disons que les musulmans, ils font que profiter d'un espace libre, tout à fait. On leur dit, allez-y les mecs, mettez le paquet, ils mettent le paquet. Et voilà, c'est tout. Voilà, ils ne font qu'exercer un droit qui leur Bien a été sûr. donné, et puis voilà, Mais après, évidemment, est-ce que aussi on peut dire que l'islamisation, elle est inévitable par rapport à la démographie? C'est une question démographique, quoi. C'est-à-dire, à un moment alors donné, ça oui, alors de deux choses l'une. Moi j'aime pas le terme d'islamisation, j'aime pas parler des musulmans. D'accord. Parce que quand les gens parlent des musulmans, ils parlent des Maghrébins. On va pas se mentir, ils parlent pas des Français convertis, ils parlent pas des Gaulois convertis, on parle des Maghrébins et, de façon un peu plus subsidiaire, de certains subsahariens qui sont aussi musulmans. Alors, les chiffres de la drépanocytose nous apprennent que 35% des naissances sont des naissances extra-européennes. Il y a 10 ans, c'était 25% des naissances en France qui étaient des naissances extra-européennes. Aujourd'hui, c'est 35%. Donc, je réponds à ta question, oui. Après, moi, je suis pas fan du terme islamisation. En fait, il y a une maghrébinisation, africanisation du territoire. Mais c'est pas pour autant que les cultures traditionnelles africaines débarquent en France. C'est une espèce de goulbi-boulga, un peu de culture française, beaucoup de culture africaine, un peu de culture américaine, un peu d'islam. Enfin, tu vois, c'est vraiment une culture spécifique qui est en train de naître, dont d'ailleurs, je pense, on n'a pas trouvé le nom véritable encore. Voilà. Mais le terme d'islamisation, pour moi, est très impropre. Je te raconte une anecdote toute bête que je trouve marrante, mais significative, qui sont arrivés à deux de mes potes au lycée. Ils étaient deux devant mon lycée, arrive une bande de racailles. Donc tu vois, les mecs qui sont 5-6, donc 6 contre 2, on peut les embrouiller, classique. Et un de mes potes avait un sandwich à la dinde. Détail très important. Donc mes potes se font embrouiller, et puis à un moment, t'as une Kaira qui prend son sandwich. Donc il lui vole, il lui prend son sandwich, tu vois. Il s'apprête à le manger, et il fait « Eh mais attends, c'est du porc ça !» Tu vois. Donc tu vois la très bonne image de l'islam qui renvoie, c'est-à-dire que l'islam permet le vol selon lui. Enfin, ça permet pas de manger du porc, mais ça permet le vol. Bon, c'est pas grave. Mais tout ça pour te dire que j'ai un minimum d'honnêteté intellectuelle. Ce mec-là, qui se revendique de l'islam parce qu'il mange pas de porc, c'est un musulman en carton-pâte. Bon, j'ai cette honnêteté intellectuelle. Un musulman un peu conséquent, théoriquement, ne vole pas. En tout cas, selon leur... Donc tu vois, le terme d'islamisation... D'accord, ouais. Voilà. Racaillisation, c'est mieux déjà. Oui, bien sûr. Alors, ceci étant, je mets un bémol à mon propre argument. Quand Boubacar, après les attentats, nous sort qu'il faut 2 fois plus de mosquées, là, par contre, oui, on peut parler d'islamisation. Je parle de ça parce qu'il y a eu aussi certaines directives qui ont choqué, entre autres Belkacem, qui va augmenter l'enseignement de l'arabe dans les écoles, oui, tout à fait. Doubler le nombre de profs, etc. Je crois qu'on va pouvoir commencer les cours plus tôt aussi vers les petites classes. Et je crois qu'il y a un truc très profond d'un point de vue électoral là-dessus, c'est que la gauche sait qu'elle a besoin des voix des Maghrébins pour gagner, d'accord ? Mais elle sait aussi qu'elle a perdu en grande partie des voix des Maghrébins à cause du mariage pour tous, et à l'époque, avec l'affaire Dieudonné, si tu veux. Avec l'affaire Valls-Dieudonné. Et donc, du coup, les intéressés sont contraints d'aller chercher les voix des Maghrébins, tu vois. Et c'est pour ça que, quand même, on a voté la reconnaissance d'un État palestinien à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même énorme, quand on y pense. Petite dédicace à ceux qui pensent que le lobby sioniste est tout puissant et qui tient tout, soit en passant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Donc là, voilà, donc, tu vois, enseignement de l'arabe. Valls revient sur sa fameuse déclaration « Je suis éternellement lié à Israël ». Tu as vu ? Ah, j'ai pas vu. Chez Aziza, il a dit mais oui, mais ce que je voulais dire par là, tu sais que la phrase originale c'est par ma femme. Oui, par ma femme. Donc c'est par ma femme. Et là il transforme le truc, tu vois, le toupet quoi. Le mec te dit mais oui, mais c'est parce qu'en fait Jérusalem c'est la religion des 3 monothéismes et donc nous en France, comme on a du catholicisme, de l'islam et du judaïsme, c'est pour ça que je suis éternellement lié. Non, mais quel tartuffe, mec. Mais franchement. D'accord, belle pirouette. Ceci étant très bon les communicants, très très bon. Mais tout ça étant. Le fond de tout ça, moi je pense que c'est que la gauche elle veut récupérer un peu les voix. Elle veut récupérer les voix des Maghrébins. Tu sais quoi, qui va alors dans le sens de ce que tu dis, parce que, je sais pas si tu as remarqué, le gouvernement, on est en pleine crise, mais il fait un peu une distribution en ce moment à certains secteurs cibles. Tu peux le dire. Voilà, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, t'as vu, on a augmenté les profs, on a augmenté les machins, etc. On va des catégories par catégorie en essayant de rattraper les voix. Et j'ai vu, alors très intéressant aujourd'hui, qu'ils ont repassé encore une mesure, cette fois à destination
destination des gens de l'outre-mer qui pourront bénéficier en fait des congés bonifiés, les fameux congés bonifiés, pour le moment, qui n'étaient valables que pour les gens qui habitaient en fait en métropole et qui venaient des Antilles, de la Réunion, etc. et qui avaient le droit tous les 3 ans, je crois, on rembourse en fait le billet d'avion pour aller là-bas. Et bien maintenant, ça pourra aussi marcher dans l'autre sens. Eh bien, tu me l'apprends. Ça pourra marcher donc des Antillais et des Réunionnais qui pourront venir en France à leur tour et être remboursés. Tu me l'apprends, je l'ignorais. Voilà. Mais ça va dans la démarche de faire en ce moment les petits cadeaux un peu partout parce qu'on a du mal. Tout à fait, ouais. Voilà, donc petits cadeaux en plus. Donc, on voit ce que c'est la démocratie. Hein. Vraiment, parce que là, on a vraiment l'exemple. Parce qu'ils font clairement tout ça, on sait, c'est pour 2017, parce qu'il n'a plus rien, Hollande. Hein, je veux dire, là, il faut qu'il fasse quand même des petits cadeaux. Là. Ouais, c'est que tu pouvais critiquer Sarkozy, mais quand même, Sarkozy a un bilan. Négatif, il avait un bilan. Hollande, à part le mariage gay, qu'est-ce qu'on va retenir, quoi? Franchement, qu'est-ce qu'on va retenir de Hollande, quoi? Peut-être les mêmes conneries, mais qui s'annoncent comme... Ce qu'on va retenir de Hollande, c'est le Hollande sécuritaire, moi, je pense. D'ailleurs, on ne l'attendait pas sur ce terrain-là. Oui, ça c'est vrai, ouais. Mais au final, ce qu'on retiendra, c'est l'état d'urgence, le côté tu vois, policier, sur les renseignements. On n'a jamais été autant, on va dire, dans cette séquence-là, justement, très, très policière. Pire que sous Sarkozy. On n'aurait pas pensé que c'est vrai, à la limite. C'est vrai que Sarkozy, qui s'était fait on va dire quoi, c'était la tête de proue, Sarkozy sécuritaire, tout sécurité, et Hollande... C'était un peu du blabla. Mais c'est vrai que si tu veux... paradoxalement, le quinquennat Sarkozy va passer pour un âge d'or des libertés, y compris sur Internet. Parce que sur Internet, la nouvelle opinion publique, si tu veux, pouvait se développer tranquillement, et on voit bien que là, le gouvernement a pris, avec un peu de retard, conscience du phénomène, et qu'ils vont tenter de museler. Hein. Donc, mais effectivement, nous avons le gouvernement le plus liberticide depuis la guerre d'Algérie. C'est évident. Qui était un gouvernement de gauche, Guy Mollet aussi, non? Tout à fait. Faut le rappeler, non, parce que des fois, il y a des choses qui sont pas très claires. Alors on me dit, Maître Abosi encore, oulala, mon Dieu, bien qu'ayant un logiciel différent de celui d'Alain Soral, vous êtes tous les deux catholiques convaincus, très cultivés, amoureux de la littérature et de la France éternelle. Compte tenu de ces points communs, accepteriez-vous de travailler avec lui si vous le proposez? Participant à des conférences, par exemple. C'est quelque chose qui revient assez souvent, ça. Alors que je suis pas Enfin, je connais un peu Soral, hein, j'ai vu ses vidéos, j'ai lu quelques-uns de ses bouquins, mais on n'a pas du tout les mêmes références, on n'a pas du tout les mêmes... Enfin, si tu veux, c'est... je veux pas, si tu veux, pour moi, Soral, je m'occupe pas de Soral, il fait ce qu'il veut, hein, mais on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes méthodes d'action, si je puis tenter de m'exprimer ainsi. Et si tu veux, on ne vise pas la même chose. Après, tu sais, Soral, on va être très clair sur la question Soral. Moi, je distingue deux choses. Je distingue la machine Soral et la doctrine. D'accord ? La machine Soral, donc un site internet et une maison d'édition, de fait, ce sont des très bonnes choses. Ça a permis à beaucoup de gens de découvrir Pierre Hillard, ça a permis à beaucoup de gens de se débrancher du storytelling dominant, et de ce point de vue-là, on peut considérer que le site a fait du bien. Tu vois, que Égalité et Réconciliation a fait beaucoup de bien, ça a permis vraiment à beaucoup de Français de découvrir des auteurs très intéressants, donc voilà. La maison d'édition aussi, Contre-Culture, a réédité des bouquins très intéressants. Il y en a qui... Bon, moi, m'intéresse pas tellement, tu vois, tout ce qui est extrême gauche, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Mais tu vois, quand ils rééditent du Delassus ou du Bainville, je suis obligé de dire que c'est une très bonne chose. Et s'ils permettent de découvrir du Delassus ou du Bainville à des gens qui ne le connaissaient pas, eh ben de fait, c'est une très bonne chose. Après, tu as la doctrine de la réconciliation. Et là, sincèrement, enfin, c'est... Je comprends qu'on ait lancé ça à une époque, donc en 2007, je crois. Et c'est important que, si tu veux, cette carte ait été jouée, pour qu'on voit ce que ça donne. Or, 10 ans après, sauf erreur de ma part, il n'y a pas beaucoup de résultats en termes de réconciliation, parce que c'est pas aux Français d'aller vers les étrangers, hein. C'est aux étrangers d'aller vers la France, hein, soyez en passant. Hein. Bref. Enfin, à considérer qu'ils doivent rester. Hein. Parce que, comme tu le sais, moi je suis partisan de leur immigration. Mais si tu veux... Bon, moi, la réconciliation, j'y crois pas une seconde. Hein. Ouais, t'y crois pas. Non, mais j'y crois pas une seconde. C'est que j'ai trop pris le transport en commun pour y croire. C'est tout. Donc, pour revenir à Soral,
on n'a pas vraiment les mêmes références, puisque moi je suis plutôt, si tu veux, dans un logiciel gauche-droite à l'ancienne. Lui, il est plutôt... je crois qu'il... Sauf erreur de ma part, je veux pas me... Tu sais, j'aime pas dire des choses des gens quand ils sont pas là pour se... Mais je crois qu'il se défie quand même de gauche. En tout cas, aux dernières nouvelles. La façon dont il se positionne par rapport au catholicisme, je la connais pas vraiment. Mais je sais que la conciliation, si tu veux... La réconciliation n'est pas compatible avec le retour au catholicisme des Français. Parce qu'avec 15 millions de Scandinaves sur le sol français, ça va être difficilement conciliable, hein, tout ça. Hein. Ça va être très difficilement conciliable. Alors c'est comme il fait l'abbé Pagès, il veut convertir tout le monde. Lui. Alors ceci étant, c'est une très bonne chose de convertir tout le monde, mais je suis assez lucide et je pense pas qu'on y arrivera, tu vois. Ouais, ils seront peut-être pas d'accord. Mais ceci étant, pour l'assimilation, je te le dis franchement, le baptême c'est pas mal. Hein. T'as fait une bonne partie du chemin. Mais ça n'engage que moi de dire ça. Alors, on me dit, Monsieur Abosi, lors de votre dernière émission sur Méta TV, vous parliez du côté conspirationniste et obsessionnel sur les sujets du sionisme et de la franc-maçonnerie. Mais dans votre allocution sur Agence Info Libre, vous parlez pas mal des parrains Rothschild qui sont liés de près au sionisme et à la gouvernance mondiale. Ma question est la suivante. Est-ce une façon indirecte de dénoncer le sionisme ou préférez-vous vous concentrer sur des sujets qui concernent tout le monde, comme l'argent, la finance, le sionisme concerne en priorité les Israéliens et les Palestiniens. Moi, je suis français, si Dieu. Alors, il faut distinguer deux choses. La question juive et la maçonnerie existent. D'accord ? Et d'ailleurs, dans mon prochain bouquin, je fais une mise au point là-dessus. Tu vois ? La question juive existe, et la maçonnerie existe. Ce sont des sujets très importants, d'accord ? Ce qui mérite à titre personnel, c'est, si tu veux, le côté pavlovien et hystérique sur ces questions-là, d'y voir tout le temps partout, tu vois. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réseau juif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réseau maçonnique, ce qui ne veut pas dire que ces réseaux ne sont pas parmi les plus actifs dans la question du mondialisme et de la spiritualité globale. Attention. Mais si tu veux, tu peux pas expliquer Nuit debout avec la question juive. Voilà. Hein, tu peux pas expliquer les racailles avec la maçonnerie. La réalité, c'est quelque chose de plus complexe que ça. C'est de quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Tu peux pas expliquer les antifas par la question juive. Hein, faut arrêter de délirer 2 minutes. Hein. Bon. Donc, ce sont des questions qui existent, qu'il faut traiter sérieusement, par exemple avec du Louis Bérémy, que vous avez reçu il y a pas longtemps. Hein. Qui en parle calmement en plus, hein, pas de façon hystéro. Donc, ce sont des choses qui existent, mais c'est pas parce que ça existe qu'il faut délirer là-dessus. Voilà, c'est ça. Et soyons très clairs, je suis le premier à me moquer des réflexes pavloviens des gens du système, d'accord ? Ça veut pas dire que dans ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, il n'y a pas des réflexes pavloviens aussi. Dans la dissidence qui est un secteur de la nouvelle opinion publique, un segment, il n'y a pas de réflexe pavlovien. Et moi, ça me fatigue, si tu veux. Et moi, tu vois, à chaque fois, je pense que j'ai quand même pour mérite d'apporter des concepts nouveaux. Chacune de mes conférences apporte des concepts nouveaux. Et quand je vois qu'on me dit que je parle pas du sionisme, mais j'en ai rien à cirer du sionisme, les mecs. J'en ai rien à cirer. C'est pas dans ma vie. Ça n'existe pas, tu vois. Je veux dire, c'est... les gens qui pensent que les sionistes tiennent la France et dirigent tout, mais ils délirent complètement. Délire complètement. Même dans le monde des affaires. Moi, je vais te dire, j'ai des activités dans le monde des affaires. Je vois beaucoup de gens. Vous pensez qu'il n'y a que des juifs, mais vous délirez, mais complètement. Je te dis pas qu'il n'y a pas de juifs dans le monde des affaires. Je dis, mais croire qu'en France, il n'y a que ça, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne voit plus la réalité. C'est de tout ramener, en fait, systématiquement à l'équation du sionisme dans tous les sujets, quoi. Comme on le voit pour certains, c'est vrai que c'est... Et j'ai envie de dire aux gens, imaginons que 100% des Juifs de France fassent leur alia, je crois. Oui, l'alia, ouais, quand ils retournent... Vous croyez qu'il n'y aura plus de problème en France comme ça du jour au lendemain ? Vous croyez que le problème du chômage sera résolu ? Vous croyez que le problème des racailles sera résolu ? Vous pensez que le problème de la déchristianisation sera résolu ? Ça changera sans doute des choses, ici ou là. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça changera tout ? Non. Bien sûr que non. Et j'ai envie de... Pour la question juive, il y a un livre que je recommande de lire, mais il est difficile à trouver. C'est le livre que Baudelomini a écrit sur Édouard Drummond, qui est un livre très respectueux sur Édouard Drummond, mais Baudelomini te dit, mais quand Drummond dit que la Révolution n'a bénéficié qu'aux Juifs et qu'elle n'est faite par eux, il dit, bah factuellement, c'est pas vrai. Parce que Baudelomini a fait ce travail de sociologie sur les élites françaises.
Il te dit, c'est pas vrai. Il te dit par exemple que la bourgeoisie juive ne s'est pas imposée à la société française. La bourgeoisie juive a été cooptée par la bourgeoisie, j'allais dire par la haute féodalité louis-philippienne, qui avait besoin de non-catholiques pour mener une politique anticléricale. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire une politique qu'on appelle le dérivatif. Ils ne voulaient pas qu'on s'attaque, si tu veux, aux véritables abus qui avaient fait leur fortune. Et donc, ils ont coopté des protestants, et des juifs et des francs-maçons. C'est une réalité historique, on va dire, dernier quart du 19e. Tu vois ? Et Baudelomini fait ce travail de sociologie, non délirant. Tu vois ? Et plutôt que toujours aborder la question juive de façon déliro-pavlovienne, lisez calmement l'histoire. Lisez calmement l'histoire, tout simplement. Okay. Alors, on me dit ça. Alors, une question simple. Vous avez déclaré à ma grande surprise que vous considériez Georges Clemenceau comme le plus grand traître de l'histoire de France. Pourriez-vous développer et étayer cette affirmation ? Ça vaut le coup parce qu'on avait parlé un peu la première fois. Si c'est à sa grande surprise, c'est qu'il va pas écouter jusqu'au bout, parce que je donne des arguments. Tu donnes des arguments, mais ça vaut le coup de faire un petit rappel sur cette dans mon prochain bouquin, je fais une petite mise au point sur Lani Clemenceau. Je lui fais mal, là, je lui mets quelques fessées. Alors déjà, Clemenceau était atteint d'une maladie très grave, qui s'appelle l'anglophilie, tu vois. Déjà, ça commençait mal. Contagieux. Alors, je vais faire simple. Qu'est-ce que je reproche à Clemenceau ? Je vais essayer d'être synthétique. D'abord, c'est à cause de lui que la France a été évincée d'Égypte. Puisque tu sais qu'il y avait un condominium en Égypte franco-britannique. Ouais. Et en gros, il y a une révolte nationaliste contre les franco-britanniques. Les Anglais ont envoyé des troupes. Et Clemenceau a tout fait pour que les Français n'envoient pas leurs troupes en Égypte, ce qui fait qu'à la fin, les Anglais sont restés les seuls maîtres en Égypte. Alors que si tu veux, il y avait des liens très profonds entre la France et l'Égypte depuis le XIXe siècle. Il faut savoir que ce sont des cadres français qui avaient par exemple refait la marine égyptienne, qui avaient refait, certains d'ailleurs s'étaient convertis à l'islam, j'ai plus leur nom en tête, mais ils avaient bossé en étroite collaboration avec Mehemet Ali, qui était d'origine albanaise je crois, et qui était vice-roi d'Égypte. Et donc, si tu veux, il y avait des liens très intenses. C'est les Français qui avaient percé le canal de Suez. Oui, tout à fait, tu vois sûr. Ouais. Et c'est à cause de Clemenceau qu'on s'est fait virer de ça. D'ailleurs, il y a un livre là-dessus que je recommande qui est marrant, qui s'appelle La France conquise, de Émile Florence. Déjà, le titre il tue. La France conquise. Le sous-titre, c'est Clemenceau et Édouard VII. Je crois qu'il a été écrit en 1905 ou 1907, quelque chose comme ça. Et Émile Florence, c'est pas rigolo, c'était le ministre des Affaires étrangères de Jules Ferry. Donc c'est pas un complotiste d'extrême droite, hein. C'est un mec du système, quoi. Mais il avait quand même un petit peu de reste d'envie de défendre les... Et donc ce Clemenceau, clairement, donc c'est quoi ? Il a fait ça. Toi, tu dis aussi que dans la Première Guerre mondiale, Clemenceau, il fait un acte quand même qui mérite d'être souligné, c'est que la France fait une percée dans les Dardanelles et réussit à défaire, on va dire, l'armée ottomane et l'armée austro-hongroise. Et il n'y a plus d'armée, en fait, jusqu'à Berlin. Exactement. Et on a un couloir, en fait, devant nous, puisque de toute façon, les troupes allemandes sont autant qu'à Vienne. Et pourtant, Clemenceau donne ordre de ne pas bouger, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Ça c'est un événement historique qui est totalement incontesté. J'ai même vu que sur Wikipédia, ils en parlent. Alors, tu vois, là, c'est vraiment la fête. Il faut lire le livre de André Sheradam, La mystification du peuple allié. Ce que t'explique Sheradam, c'est que les Allemands ont vu venir leur défaite. Et que, en gros, pour l'amortir, ils ont pris des contacts avec les hautes strates britanniques. Notamment, tu vois, pour parler de la question juive, avec la finance juive d'origine allemande. Tu vois, qui aussi était importante aux États-Unis. Voilà, genre Warburg, etc. Voilà, exactement. Ouais. Enfin, et là, c'était aussi avec un maître de l'industrie qui s'appelait Steins ou Steins, je ne sais pas comment on prononce. Enfin, je renvoie les gens à ce bouquin de Sheradam, il met les noms. Là, je les ai plus en tête parce que ça fait plusieurs années que j'ai lu ce livre-là. En gros, c'est ça l'idée. Donc, tu vois, c'est que la victoire française ne doit pas être totale. Elle ne doit pas être foudroyante. Parce que si la victoire française est foudroyante, la France imposera un ordre européen... français, en fait, sera en position de force. Quoi, exactement. Vraiment, ouais. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'en 1918, la France, c'est la première armée du monde. Les Américains se battent avec du matériel français. Et les troupes américaines ne sont pas les troupes aguerries. Hein. Tu sais que Foch a été très déçu dans un premier temps par les troupes américaines qui ne savaient pas se battre. Hein. C'est pas calomnier ce que je dis, hein. C'est factuel. Nous sommes la première armée au monde à ce moment-là. Et on peut réimposer vraiment un ordre français. Et donc, les anglo-saxons ont ça en tête, ils le devinent très bien. Hein. Je précise aussi que quand il y a eu l'offensive en Picardie,
en mars 18, c'est parce que Pétain a envoyé, je crois, 22 divisions françaises que les Britanniques ont tenu le coup. Donc il y avait une dépendance militaire des Britanniques par rapport aux Français. Je reviendrai un jour parler de 14-18 ici. Ça pourrait être très bien. Il y a des baudruches républicaines à dégonfler en parlant de 14-18. Et donc, te disais-je, donc, les Anglo-Saxons veulent une victoire française qui soit la moins foudroyante possible. Et donc, fait extraordinaire, en septembre, mi-septembre 18, les troupes alliées, menées par François d'Espéré, percent le front germano-bulgare. Et en plus, en face, l'empire austro-hongrois se décompose. Il faut savoir que le ministre hongrois de la guerre, je crois, a demandé aux troupes de mettre bas les armes. Donc là, il y a une décomposition de l'empire austro-hongrois. Donc ça veut dire que là, on peut foncer sur Berlin. On peut aller occuper l'Allemagne, pour des choses simplement. Une Allemagne extrêmement affaiblie. Une Allemagne au bord de la Révolution. Une Allemagne exsangue à cause du blocus. Donc là, vraiment, on peut les atomiser. Et je précise que pendant 4 ans, pendant toute la guerre, l'action française a milité pour le démembrement de l'Allemagne, soit dit en passant. Donc tu mets tout ça bout à bout. Tu dis que les Français, s'ils sont un petit peu trop énervés, ils vont démembrer l'Allemagne. Tu vois ? Et donc François d'Espéré supplie le gouvernement de lui donner l'ordre de foncer, et à 2 reprises, on lui dit non, vous n'y allez pas. Voilà. Et c'est Clémenceau qui lui dit non, vous n'y allez pas. Et ça peut aller que dans l'intérêt britannique, parce qu'il n'y a évidemment aucune raison dans l'intérêt français de ne pas y aller, en fait. Et allemand. Parce qu'en plus, ça met fin à la guerre, et on va dire, on est les grands vainqueurs. Ça veut dire, oui. C'est le coup de quoi. Tu veux, c'est la plus grande victoire française, voilà, mais depuis très très longtemps. Très longtemps, ouais. Franchement, depuis très 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 longtemps. Et donc voilà, tu vois, donc, surtout ça a sauvé l'unité de l'Allemagne, parce que si on avait pu... Enfin, ça n'a peut-être pas sauvé l'unité de l'Allemagne, mais en tout cas, ça nous a empêché de prendre la Rhénanie. Ouais. Parce que tu sais que Foch voulait annexer la Rhénanie. Ouais. Ce que ne voulaient à aucun prix les Anglo-Saxons d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, il paraît que les Anglais ne voulaient pas, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Et pourquoi, cher ami ? Parce que la Rhénanie, c'est une région les plus riches d'Europe, et les plus industrielles d'Europe. C'est un des plus grands poumons de l'Allemagne. Et petite parenthèse, si Hitler n'avait pas eu le poumon industriel rhénan, il n'y aurait pas eu de Wehrmacht. Il n'y aurait pas eu de Wehrmacht. Donc là, Clémenceau a commis un acte pour moi incalculable. Est-ce qu'il l'a fait par bêtise ou est-ce qu'il l'a fait par trahison ? Je serais tenté de te dire, ça revient en même. Tu vois ? Ensuite, si tu veux, je te parlais de la Rhénanie. L'armée française a occupé la Rhénanie après la guerre pendant plusieurs années. Clémenceau a tout fait pour, savonner la planche de l'autonomisme rhénan que Mangin, le général Mangin, qui était présent, faisait tout pour stimuler. Et les Rhénans, les industriels rhénans, nous faisaient des appels du pied pour qu'on fasse des unions douanières, etc. Pas forcément pour s'attacher à la France, mais en tout cas pour qu'ils soutiennent l'autonomie. Et bien, ça n'a jamais été soutenu par Clémenceau. Et Clémenceau, quand Lloyd George lui a dit « tu rappelles Mangin parce que là, il est en train de trop défendre les intérêts de la France », même s'il n'a pas dû dire ça comme ça, Clémenceau l'a rappelé. Et Clémenceau, dans son ouvrage « Grandeur et misère d'une victoire », qu'il a écrit en 29, donc juste avant de mourir. Pourquoi ? Parce que Foch avait égratigné Clémenceau dans ses mémoires. Et donc, en fait, c'est une réponse à Foch, ce livre-là. Et Clémenceau, dans cet ouvrage, raconte qu'après la guerre, il a beaucoup voyagé, et que, en voyageant, il est retombé un moment sur Lloyd George. Je ne sais plus si c'est en Angleterre ou ailleurs. Et Lloyd George lui dit comment vous allez, comment ça se passe pour vous ? Et il lui dit formal, depuis que j'ai compris que dès que l'armistice a été signé, vous êtes redevenus les ennemis de la France, ou un truc comme ça. Et Lloyd George lui dit mais c'est notre politique traditionnelle. Et j'ai envie de dire Clémenceau, mais t'as attendu 1918 pour le capter, ça ? Ou même t'as attendu ton voyage pour le capter ? Non mais franchement. Et puis je peux continuer. C'est pareil, le pétrole de Mossoul. Si tu connais les accords Sykes-Picot. Oui, les fameux accords qui vont se partager le Proche-Orient, la France et l'Angleterre. Exactement, donc Total est à l'origine de ça. Je veux dire, à l'origine de Total, c'est tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un descendant de Giscard, l'ami Picot, soit dit en passant. Et là, je renvoie les gens, s'ils veulent une sociologie sérieuse des élites françaises, je renvoie les gens aux ouvrages de Baudelomini, notamment dans Les Glorieux de la décadence, il explique les origines de Giscard. Bref. Et donc, selon les accords Sykes-Picot, on avait le pétrole de Mossoul. Donc, tu vois, quand même, une source financière costaud. Et Clémenceau va à Londres, je crois, en 19, et
il dit à Lloyd George qu'est-ce que vous voulez, et il lui dit je veux Mossoul, et Clémenceau lui dit vous l'avez. Et on a le témoignage du secrétaire, je crois, de mémoire de Lloyd George. Donc tu vois, tu as beaucoup de choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, ça devient du lourd. Et puis il y a le livre qu'on avait traité ici avec Pierre Hillard, là, de Carol Quickley, qui parle beaucoup de l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et il y a le fameux groupe de mineurs, et dedans c'est très intéressant parce qu'il fait référence à ça, et il parle du traité de Versailles, et il dit qu'il faut absolument empêcher les Français de prendre le dessus, parce que l'Angleterre ne doit pas avoir une France forte sur le continent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient forts, mais pas... Voilà, il faut les contenir. Et tu sais que, selon l'historiographie républicaine, Clémenceau a été dur, il a défendu vraiment durement les intérêts de la France, alors qu'en fait, rien du tout. Rien du tout. Et quand tu penses que la France a eu 1,5 million de morts, quand tu penses qu'on a eu 1/12 du territoire complètement ravagé, quand tu penses qu'on est la première armée du monde à ce moment-là, excuse-moi, avoir que l'Alsace-Lorraine, c'est quand même pas un truc de fou, hein, sincèrement. Et puis en plus, ça n'a pas assuré la sécurité de la France. Oui, puisque c'est reparti 30 ans après. Exactement. Donc c'était pas... Exactement. Parce que comme te le dit Bainville, à partir du moment où l'Allemagne conserve son unité, c'est un grand pays, hein, les Allemands, hein. C'est pas des guignols. Hein. À partir du moment où l'Allemagne conserve son unité, elle est une menace pour la France. Voilà, c'est tout. Bon bah, on va faire la petite pause, je pense que ça, c'est l'heure, c'est parfait, on me dit. Et puis, on va reprendre le cours des questions, comme d'habitude, sur Méta TV. À vous la régie.